Vers cette cérémonie solennelle, une pensée forte. Tout vient de la terre et tout retourne à la terre. Je vous remercie d'avoir introduit la profondeur, car c'est de ça qu'il est question. Je ne vais pas m'excuser au sujet du retard, les organisateurs l'ont déjà fait, mais les féliciter, tous ceux qui sont ici. Comme vous le savez, à Kemet,
les Grecs ont traduit l'Égypte pharaonique, il y a 42 vertus. Si la première, c'est la connaissance, la cinquième, c'est la patience. La patience est une vertu exceptionnelle parce que c'est pendant ce moment que le démiurge, la divinité, déverse les connaissances. Je voudrais donc, en prologue, raconter une grande affaire en 1 minute. C'est la création du monde par la Dona, la divinité. Alors, c'était comme ici, il y a eu beaucoup d'attentes. Il y avait un seul être qui était patient et qui s'appelle Djéhouti. Le babouin sacré. Il a été patient. Et je vais vous dire ce qu'il a reçu par la suite, parce que c'était un acte inaugural qui n'avait jamais été fait. L'absolu, la divinité, crée le monde. Première chose qu'il reçoit, il y a le son musical. Point de création sans musique. Lui, le scribe divin, a commencé à noter cela. La musique est au fondement de la création. Ensuite, il s'est mis à applaudir, comme vous avez fait tout à l'heure. Il applaudit la divinité qui a accepté de créer le monde. Et on lui a donné le titre de Djéhouti. C'est le divin scribe, le scribe divin. Merci pour votre patience. J'ai l'honneur de dire un mot sur cette idée de convention. Nous parlons par proverbe. Les anciens Kemétiou, ça c'est l'Égyptien, les habitants de l'Égypte, les Égyptiens anciens, Kemétiou, parlaient par concept. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Nous parlons par proverbe lorsque l'affaire prend de la densité. Mais les Kemétiou parlaient par concept. Ils déroulaient les concepts. Je vais en dérouler quelques-uns pour montrer la profondeur de ce peuple dont nous avons perdu un grand nombre de vertus. L'idée de la convention est conforme à la science de Kemet. J'appelle cela Kemetsia, ce qu'on appelle égyptologie. Ou encore, je l'appelle camitologie. Donc, la science totale autour de Kemet. Ce qu'il faut donc savoir, dès le début ici, c'est que la convention, c'est le moment où ce qui était caché vient à la manifestation. Il y a un concept. Je vous donne le deuxième concept après le premier de tout à l'heure, c'est Iouti. Iouti. Ce concept veut dire le non encore être. Ce n'est pas le non-être. Le non encore être, c'est que cette chose est encore cachée et elle va se manifester seulement par la suite. Tous les rites de Kemet, ce que je dis au début, pour les maîtres qui sont ici, il est important de bien saisir la chose. Le non encore être, ce n'est pas le non-être. C'est ce qui est constitué en puissance. C'est ce qui est dense. Un peu comme on dit le nun. Le nun, c'est l'océan
des potentialités non encore manifestées. La convention suppose donc l'existence d'une force, d'une puissance qui va se manifester et dire ce qu'est Kemet, ce qu'est la grande civilisation nilotique. Je ne vais pas trop m'étendre, c'était pour vous montrer, comme dans nos initiations, on va contempler les potentialités. Il est question de les faire venir à l'existence. Il est question de les amener à l'existence. Le diseur d'un Ved, avant que de déployer le récit, le reçoit, le contemple par le rêve. Une fois qu'il a contemplé, on lui en donne 2, 3, 4 ou 5. Alors, il déroule. Une fois qu'il a déroulé, l'assistance choisit. La même chose, vous voyez, avant que de raconter, avant que de faire, on va d'abord dans ce non-être, non encore être. Donc ici, là, il s'appelle Iouti. Ici, là, c'est la même chose au Bouété. Vous allez contempler les virtualités et la question majeure, c'est de les emmener à la réalité. Faire venir à l'existence les virtualités virginales qui en fait sont notre propre moi. Chez les Égyptiens anciens, les Kemtiou, nous on va parler par la vraie langue, le Medu Nature, c'est la langue de l'Égypte antique, allait contempler et amener ces choses à l'existence. C'est là le secret de la puissance de notre continent, cette façon de faire là. Donc la convention quitte l'océan des possibles et annonce que notre pays, parce qu'une convention qu'a mis autour du Gabon, notre pays va maintenant connaître quelque chose de nouveau. Là où il y avait les temps des connaissances cachées, dissimulées, on va maintenant les faire advenir, puisqu'on nous annonce que nous entrons dans un nouveau monde, point de nouveau monde sans connaissance nouvelle, point de nouveau monde sans musique, point de nouveau monde sans écriture, point de nouveau monde sans la sagesse. Voilà ce que je souhaitais dire en prologue pour vous remercier de vous être déplacés. Allons maintenant à l'essentiel, leçon inaugurale. Inaugurale, c'est ce qui n'a jamais encore été dit, jamais encore été fait. Je souhaiterais pour les maîtres, les chercheurs, les étudiants, les professeurs et tous ceux qui sont ici, que l'on retienne 3 choses. C'est ce que ça, c'est vraiment mon prologue de que cherche la leçon inaugurale. Que veux-je partager avec l'assistance et qui constitue la leçon inaugurale? Premièrement, tous mes travaux rentrent dans ce que j'appelle la 3e révolution de l'entendement. Il y en a eu une dans cette discipline avec Champollion, une autre avec Cheikh Anta Diop, au Benga et l'école égyptologique. Je voudrais en inaugurer une autre, c'est cette 3e phase de l'entendement, la révolution de l'entendement. Comment on peut apporter cette révolution? La première chose, c'est de dire que je donne le nom de la science qui va apporter la révolution. Je ne la veux pas pour une seule matière, mais pour toutes les matières, parce que c'est un élément méthodologique. La méthode s'appelle l'archéophilologie. La philologie classique s'occupait des mots, des lettres, mais j'ajoute archéo,
C'est-à-dire que cette philologie, la science des filiations entre les mots et les choses, la philologie, cette philologie s'appuie sur l'archéologie, conforte l'archéologie. Ce que l'archéologie n'a pas vu, cette matière-là va lui montrer cela. C'est pourquoi c'est inaugural. Sous 5 formes. Donc c'est une archéologie quinaire, qui a 5 axes. On peut encore dire pentagonale, qui a 5 grands axes. L'archéologie philologique travaille en direction de 5 démonstrations. Première démonstration, les formes, donc les mots, l'écriture des mots, la morphologie des mots de Kem, de Kemet, et ceux de Kama. Kama, c'est une autre façon de dire. Au lieu de dire l'Afrique, on peut dire Kama. Donc, Kemet, Kama sont une seule et même chose. Donc, la philologie, l'archéophilologie, va établir cette identité en disant que ce sont les mêmes mots avec une grande théorie que j'appelle la continuité consonantique des mots et des choses du pays nilotique. On appelle ça encore le pays des 2 terres, Taouj. Le pays des 2 terres est notre pays à nous, qui est celui du reste du continent, le continent d'aujourd'hui. La première est donc la démonstration morphologique, l'identité ou la parenté morphologique. Ça s'écrit de la même manière. La deuxième démonstration, ça a les mêmes significations. On dit alors parenté ou identité sémantique. Pour qu'on sache que ce qu'ils ont fait là-bas, c'est exactement la même chose que nous faisons. Et j'arrive à la conclusion que si on veut vraiment faire l'égyptologie, la Kemetsia, si on veut renouveler nos cultures anciennes, puissantes, il faut travailler avec cette reconstitution de l'identité morphologique des mots et des choses. Deuxième chose, deuxième facteur, reconstituer la parenté ou l'identité, ici, sémantique, c'est-à-dire dire les choses dans leur signification originelle. Si on retrouve ce que les choses disent et sont originellement, alors nous allons reconstituer notre monde actuel qui est amputé parce qu'il a perdu ces 5 choses dont je vais vous parler. La morphologie, la connaissance première des mots et des choses, la philologie, le lien entre les êtres et les choses, la phonologie, les sons doivent être identiques. Lorsqu'on parle de Taméri, c'est l'autre nom de ce que les Grecs appellent l'Égypte antique, terre aimée, terre, Méri aimée. Taméri et Kama, l'Afrique actuelle. Et puis il y a la parenté et l'identité philosophique, les mêmes concepts. Et enfin, la parenté et l'identité théologique, la même façon de dire la divinité. Voilà, ça c'est l'hypothèse centrale de mes travaux. Si on fait la démonstration que entre Taméri, l'Égypte antique et nous, il y a la même morphologie, la même signification, la même compréhension philologique, la même compréhension philosophique et la même compréhension théologique, alors on enlève le hasard, on fait tomber le hasard et on affirme que Kemet ou encore Taméri ou encore Tasseti et Kama sont une seule et même chose.
Maintenant, pour tous les maîtres qui sont là, quelle est l'importance de cette méthode? Pour tous ceux qui sont venus, les enseignants, les chercheurs, il est question de retrouver l'écriture, l'orthographe des choses anciennes. Donc, si quelqu'un vient copier, il ne peut que reproduire imparfaitement cela. Mais nous avons la possibilité de retrouver les significations anciennes et premières. Si vous retrouvez ça, tous nos arts, toutes nos sciences vont rentrer à la Renaissance. Point de Renaissance sans philologie archéologique, sans archéophilologie. Parce que c'est elle qui restitue les choses anciennes, les choses premières. Ça, c'est notre hypothèse de recherche. Une fois que vous l'avez, vous verrez que tout à l'heure, dans mes démonstrations, j'applique simplement l'hypothèse de recherche. Lorsque nous disons, à l'occasion de ce grand événement, ou thème, grand événement, le grand événement d'aujourd'hui, vous allez remarquer que ce qui est grand ne fait pas beaucoup de bruit. Mais il faut savoir capter, il faut saisir ce qui va nous amener à nouveau à la renaissance, à la réappropriation de nous-mêmes. Je vais dire le concept en égyptien ancien, c'est Ouhem, H-U-M-E-N. La prochaine fois, quand je vais faire la grande conférence académique, on va faire des projections pour que les Medu-Nature apparaissent. Mais là, je suis obligé de dépeler. Ouhem, H-U-M-E-N, Mesut, M-E-S-U-T, c'est la renaissance. C'est la répétition des choses comme au temps ancien, la répétition des choses de la première fois. C'est ça la renaissance. Mais comment voulez-vous faire une renaissance si vous ne connaissez pas les choses antiques, les choses d'antan et les choses dans leur signification originelle, dans leur splendeur originelle? C'est ça l'importance du moment archéophilologique dans la méthodologie et la science moderne. C'est cette découverte qui m'a valu la récompense dont parlait le présentateur tout à l'heure. J'ai pris 1500 mots. Le dictionnaire, s'il vous plaît. Le bleu. D'abord le bleu. 1500 mots, notions, concepts, des langues de Kama, des langues africaines. Je peux dire aussi africaines parce qu'il y a 9 façons de définir l'Afrique qui sont externes. Mais le mot Afrique est aussi vraiment africain parce que la définition, la 9e, la définition phénicienne, Afrak, ou celle des écans, Afirikara, ça c'est les racines profondes du continent. Donc, si on a le temps, je vous expliquerai ces choses-là parce que c'est la démonstration. Mais j'en ai pris 1500 qui sont non seulement apparentés à 1500 notions de Kemet, donc du pays nilotique, mais identiques. Je vais faire la démonstration tout à l'heure. Non seulement apparentés, mais identiques. Comment voulez-vous? Quand je dis identique, c'est que j'associe les 5 critères que j'ai donnés tout à l'heure. Identité morphologique, identité sémantique, identité phonologique, identité philosophique, identité théologique. À ce moment, vous êtes obligé de vous incliner pour dire oui, comme dit Cher Anta Diop, pour arriver à ce niveau,
il faut qu'il s'agisse d'un seul et même peuple. Voilà la conclusion de Chair Anta Diop. Il y a eu de grandes avancées. Champollion a permis de reconstruire. Il n'a pas découvert ce qu'on appelle les hiéroglyphes, les Medu Neter, mais il a permis de les reconstruire. Chair Anta Diop les a réafricanisés en disant ce qui est là, on ne peut pas comprendre ça si on n'entend pas les langues africaines. Et le Shamsu Mahad, qui est mon nom égyptien ancien, celui qui suit la Mahad. La Mahad, c'est vraiment le principe de la divinité dans sa perfection. Le Shamsu Mahad dit, vous connaissez la méthode maintenant. Voilà. Donc, la révolution, je reprends ce terme, de l'entendement, de notre façon de penser, de notre façon d'être, dépend de cette reconstitution. Il faut savoir que la situation de l'Afrique est celle de Ushir. Les Grecs ont traduit par Osiris, qui avait un frère qu'il a découpé en plusieurs morceaux, et heureusement qu'il avait sa sœur et épouse, Assat, pour les égyptologues, et tout ce que j'aurais à former, car je suis revenu pour ça. Assat, les Grecs disent Isis, mais l'appellation originelle c'est Assat. C'est elle qui va reconstituer les morceaux perdus en visitant la baie, et Ushir va ressusciter d'entre les morts. Donc ce que vous avez à faire là, toutes les sciences ont pour but la résurrection de la vie. C'est ça qu'on appelle la renaissance. Toutes les sciences doivent avoir cet objectif. Donc si nous parlons, nous, de réappropriation, il nous faut comprendre que notre continent a été l'objet d'un saccage. Il faut donc le reconstituer pour que le monde ait la chance, et le Kemtu en premier, de voir les choses telles qu'elles existaient avant la déperdition, avant la blessure ontologique, avant notre défaite historique. Il faut reconstruire. Mais pour reconstruire, il faut connaître ce que l'on a perdu. C'est pourquoi la leçon, la science a un fondement, moi je dis ousirien. Bon, ce qui est grécisé dit, ceux qui ont grécisé, transcrit l'égyptien ancien en grec disent Osiris. Donc, ils diront Osirien. Mais le nom de Osir, on dit encore, vous voyez, quand vous regardez le nom égyptien, le nom égyptien de celui qu'on appelle Moïse, le premier nom, vous voyez, il faut aller chercher la racine, le premier critère, la morphologie, il faut aller chercher. C'était Moshe, en égyptien ancien. Moshe, M-O-S-H-E. La deuxième appellation, Hazar-Ship. Le dieu qu'on a plongé dans les eaux. Les Écans disent le Chi, on a gardé toute la racine. Et Chi, c'est en ancien égyptien également la rivière, l'eau, le fleuve. Donc, il est important, même pour ceux qui lisent les grands livres ou les trois religions, il est important de comprendre ce que les Kemtu eux-mêmes
Parce que quand vous allez regarder par exemple le personnage de Jésus, il vous faut connaître si nos pères, nos ancêtres le connaissaient et comment il appelait. Je donnerai toute une conférence dessus pour éveiller nos hommes de foi, nos hommes d'église, nos hommes qui sont dans les 3 grandes religions. Parce que là, les 3 prophètes sont tous noirs. Je donnerai les mères noires de ces prophètes et je montrerai pourquoi il est bien, en connaissant les textes, d'aller voir ce que l'érudition kamite en a dit elle-même. Parce que kamite, c'est le berceau de l'érudition. Merci. Voilà, donc je disais qu'il était important de se prêter à l'exercice, parce que de cet exercice dépend la reconstitution des choses perdues, oubliées, déchiquetées. Je disais que c'était une opération osirienne ou osirienne, c'est-à-dire de recomposition des morceaux perdus. C'est la même chose lorsque nous existons. Nous sommes comme Wushir découpés. Il nous faut aller retrouver l'autre de nous-mêmes, parce que c'est ça qui constitue la science profonde de Kemet. Il faut dépasser la dimension osirienne et grâce au cri sondage de Assat, Isis, reconstituer. Vous voyez, le rôle de la musique, c'est en jouant la musique que le corps se reconstitue. Les harpistes étaient là. De la même manière, lorsque, on l'a vu tout à l'heure, lorsque la Tona, l'hymen, crée le monde, il y a la musique qui retentit. Et vous savez, le nom de cette musique, c'est la harpe. Elle est au commencement. L'Égypte ancienne dit Bent. Nous on dit Ben. Est-ce que vous voyez la différence là? Il y a la nasalisation, Ben, et de l'autre côté, la pico-dentale T. Mais la structure, au niveau des consonnes, vous verrez que c'est identique. Et c'est grâce à ça que vous pouvez entendre qu'est-ce qui pleure derrière les cordes. Qu'est-ce qui se dit derrière les cordes? Là aussi, je ferai toute une conférence pour la musicologie kamite. Toute une conférence. Je passe. Je voudrais faire quelques démonstrations, simplement, pour montrer l'importance de ce que nous avons ici. Je vais sauter, je vais aller très vite. Voilà. Donc, on va commencer par la philosophie. Dans tous les livres, on nous apprend que la philosophie est née en Grèce. Que le premier des philosophes est Thalès. Et que dans tous les livres de philosophie d'Occident, aucun autre peuple n'a pu produire cette connaissance exceptionnelle qu'est la philosophie. Hegel a dit la même chose au sujet de Dieu, que l'Afrique ne connaissait pas d'idée de Dieu. On reviendra rapidement dessus tout à l'heure. Quand vous sondez les textes, vous découvrez 3 choses. 1. Les présocratiques, les philosophes présocratiques, plusieurs d'entre eux sont allés en Égypte, à Kemet. Nous, dans l'état actuel de nos connaissances, 1. Nous savons les maîtres qui les ont enseignés. 2. Nous savons les temples où ils ont été enseignés. 3. Nous pouvons faire la filiation entre leurs propres concepts et les concepts qu'ils ont pris là-bas.
4. Le premier livre de philosophie, parce qu'il y a l'école graphique ou grammatologique qui dit qu'il n'y a pas de philosophie sans livre. Et pourtant, le premier grand philosophe en Grèce, c'est Socrate qui n'a pas écrit. On peut dire que son disciple Platon l'a fait connaître, il y a donc un texte, mais ils disent qu'il n'y a pas de philosophie sans texte. Je vais, à l'occasion de cette convention, donner le nom du premier livre de philosophie dans l'histoire. On l'appelle le D comme document, P comme philosophique et T comme théologique. Les grands égyptologues savent cela, mais c'est des connaissances qu'on cache. Donc, D, P, T, le dictionnaire philosophique Menfi. C'est le tout premier livre de philosophie. Nous sommes dans la toute première dynastie. Extraordinaire. Autrement dit, la thèse selon laquelle la Grèce aurait inventé la philosophie, pour nous, Kamites, n'a pas de fondement historique, archéologique, sociologique, puisque nous avons tous la preuve qu'ils ont été en Égypte, et qu'aucune philosophie n'existe en Égypte avant leur voyage en Égypte. La philosophie est parfaitement inconnue. Autre chose, quand vous allez faire maintenant la grande démonstration, celle que j'appelle la démonstration archéophilologique, vous prenez le concept par lequel les Grecs disent la philosophie. Vous allez voir, on va vous dire Philène, Sophia, c'est l'affaire de l'amour, de la sagesse. Et les érudits hellénisants vous disent que ce mot-là, ce groupe de mots-là, n'a pas une origine grecque. Alors, il faut aller chercher l'origine de la chose. Je vous ferai la même démonstration avec Jésus. Je vous donnerai son origine archéophilologique quand on sera au dernier point. Mais pour l'instant, le mot philosophie, tel que les Grecs le disent, n'est pas d'origine grecque. Comme j'aimerais avoir tous les philosophes de ce pays, pour qu'ils entendent que les connaissances enseignées sont devenues obsolètes et qu'il faut se réapproprier nos héritages sur ce point précis. Et Diop a commencé, ensuite au Benga, ils ont essayé de donner les racines. Le Benga est linguiste, Diop aussi, donc ils ont fait un travail important. Mais les spécialistes ont estimé que ce n'était pas totalement convaincant. Et le Shamsu Mahat, celui qui est devant vous, a fait aussi des propositions. Deux sont anciennes, je les ai retrouvées en lisant ce qu'ils appellent les hiéroglyphes. J'ai retrouvé les traces anciennes. Donc l'ancêtre de ce qu'on appelle la philosophie en Occident. C'est Sabia. Sa, la sagesse, la connaissance, la science. Sa, en langue écan. Et ça, celui qui détient la sagesse, le Père. Mais il y a plus grand. Lorsque les Écans disent Essa Nyadam, Essa devient Essa Nyadam. Là, c'est la grandeur, la splendeur. Ça réfère totalement à la sagesse ici.
Et dans Bia, il y a l'idée que lorsqu'on va en amène tête, donc dans le paradis tel que les anciens le représentaient, il y a des anneaux. Il y a des anneaux. L'idée que va reprendre l'Occident en montrant qu'il y a plusieurs niveaux pour aller au ciel. Le mot Bia réfère à ces anneaux célestes qui conduisent donc au séjour éternel des bienheureux. Autrement dit, sagesse céleste, science céleste, il y a aussi dans Bia mystère, science des mystères, science de la totalité, science des profondeurs. Les Grecs ont traduit ce mot, mais l'ont caché et ne l'ont pas révélé à la postérité. Parce que si on donnait ça, on voyait tout de suite l'origine de la chose. Or, en cachant, personne ne pouvait retrouver. Là, nous faisons avec l'archéophilologie un travail qui nous permet de retrouver tout ce qui a été caché. On peut aller plus loin, dissimulé, volé. Il y a un grand livre d'ailleurs sur la question écrit par un Africain américain, Stolen Legacy, l'héritage volé. Il faut donc aller reconstituer ce qui a été volé, pas nécessairement pour combattre ceux qui l'ont volé, puisque c'est un héritage qui est mondial, mais pour redonner les significations premières, les significations originelles, pour éclairer l'humanité d'un jour nouveau. Ça, c'est ce qui, dans l'école égyptologique, constitue ma singularité. Je ne suis pas d'accord avec le manichéisme, blanc contre noir. D'ailleurs, ça n'a pas de sens puisqu'il n'y a à l'origine aucun autre peuple. C'est le noir d'Égypte, donc de Kémet, qui a migré. Il a migré partout, que ce soit en Asie, en Inde, en Europe. Il n'y a pas eu autre chose. Donc, nous sommes un. Et cette vision est importante, cette vision de la science moderne. L'homme est un et est né en Afrique. Il y a une hypothèse depuis quelque temps qui circule, il faut la prendre très au sérieux. On dit qu'il est né en Afrique, mais plus encore, il serait né, nous on nous a dit Afrique de l'Est. Il faut savoir qu'il y a eu la mutation du continent, la rotation des continents, et que Israël était précisément en Afrique. C'est pourquoi vous entendez qu'ils vont à pied d'un endroit à un autre. C'est parce que c'était là. Là aussi, il faut une autre orientation de recherche, la cartographie qui a été, elle aussi, fossilisée. Il nous faut reconstruire les véritables cartographies. L'Afrique dont on parle n'est pas ce qu'elle est dans les papiers. C'était autre chose. L'Afrique, même celle d'aujourd'hui, dépasse tous les autres continents, mais on l'a dessinée pour qu'elle ne soit pas la première. Dans la superficie, l'Afrique d'aujourd'hui dépasse tous les autres continents. Mais là encore, on a falsifié. Nous, Kamites, penseurs Kamites, notre travail, c'est de défalsifier l'histoire dans tous ses compartiments. Donc, je vais aller vite, il vaut mieux que je passe à autre chose. J'ai fini. Je vais plutôt m'arrêter là pour la philosophie, pour dire que ce qui est admis par quasiment le monde entier repose sur une fausseté, sur une falsification. Il faut donc défalsifier l'histoire de la philosophie. Parce que, attention, ça n'abaisse pas la grandeur du recommencement grec. Mais la thèse selon laquelle la Grèce a inventé la philosophie ex nihilo, à partir de rien, est une contre-vérité. Et nous disons ceci,
la fille de Delphes, c'est le nom de la philosophie, la fille de Delphes est muette sur ses propres origines. Elle vous dit, il y a l'argument du miracle, elle est née spontanément. Donc, elle est muette, la fille de Delphes est muette sur ses propres origines. Qu'est-ce que nous on peut faire? C'est de défalsifier ses origines et montrer le lien qu'il y a entre la fille de Delphes et la fille de Nilos. Les Grecs disent Nilos pour le Nil. C'est la fille du Nil qui est le berceau universel de la philosophie. Voilà. Je fais encore une ou deux démonstrations, on va arrêter là. Je prends maintenant la théologie. Vous voyez que la thèse hégélienne selon laquelle l'Afrique n'a jamais connu de philosophie s'effondre. Je n'ai pas... C'est des connaissances extraordinaires. 700 000 livres à la bibliothèque d'Alexandrie. On dit entre 700 000 et 1 million. Et on vous cachera que Aristote ait été en Égypte. On ne vous le dira pas. Parce que si on le dit, on va soupçonner que toute la connaissance qu'il a, il aurait puisé là-bas. Or, il était qui pour Alexandre le Grand? Son... Alors, il y a précepteur et percepteur. Voilà, percepteur, c'est celui des impôts. Précepteur, c'est le savant qui accompagne les rois dans leur formation. Point de roi sans savant. Donc, vous imaginez qu'Alexandre le Grand aille en Égypte sans les deux choses essentielles. Première chose, consulter quoi? Ce qui nous permet de voir sa propre vie. Il voulait consulter l'oracle. Parce qu'on lui a dit, tu seras un grand roi. Et il fallait absolument consulter l'oracle. Et l'oracle lui a dit, oui, mais tu finiras mal à cause de l'orgueil. Et il a commencé très mal, puisqu'il a commencé par conquérir Taméri, la terre qui lui a révélé son propre destin. Vous voyez, nos initiés d'aujourd'hui, on vous révèle tout, mais vous commencez à attaquer le maître. C'est contre la science. C'est contre la science. Et lui ne pouvait pas aller, je disais, sans les deux choses. La première, c'est la consultation de l'oracle. La deuxième, c'est son savant, pour puiser au maximum les connaissances de ce peuple savant, en égyptien ancien, Rek, R-E-K-H, le savant, Rek. Pour la Grèce, c'était le Rek des Récous, le savant des savants. Donc, il l'a amené avec lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a effacé son nom. On a d'autres noms d'anciens qui étaient allés en Égypte, mais on efface le nom de... Regardez maintenant, en effaçant le nom d'Aristote, lui nous parle de la hauteur des pyramides. Il nous parle de l'ombre des pyramides. Vous connaissez ça comment si vous n'avez pas été sur place? Vous voyez? Extraordinaire. Il est trahi par son propre contenu, puisqu'il parle de la mesure de l'ombre des pyramides, etc. Vous ne pouvez pas suffisamment tricher face aux propriétaires. La même chose pour Platon. Lui, au moins, a quelque peu reconnu, mais au sujet de deux choses précisément, Platon nous dit ceci, que la fameuse théorie de l'idée, vous savez, j'ai créé un concept qui s'appelle la mésécoute. Le Père vous réunit, il vous parle tous, mais il fait que vous ne puissiez pas l'écouter. C'est un seul qui va recevoir la bénédiction. Ça s'appelle la mésécoute. C'est ce que les prêtres ont fait aux Grecs.
ils ont utilisé la technique de la mésécoute. Vous écoutez, mais vous n'avez pas la substance. Et ce qui s'est passé justement, c'est que lorsque Platon a fait sa théorie, c'était ingénieux, parce que pour tous ceux qui connaissent la structure initiatique, il y a la montée de l'âme, parce que Platon nous dit la montée de l'âme jusqu'à la contemplation. Il change une seule chose, il met idée. Il est conforme parce que c'est son grand concept. Nous, on peut mettre autre chose. Mais l'âme monte jusqu'à cette contemplation. Ensuite, c'est ce qu'il appelle la dialectique, le moment de la dialectique ascendant. Ensuite, l'âme va, munie de cette puissance solaire, venir maintenant éclairer le monde. Vous voyez, l'initié qui a déjà tout vu vient maintenant réaliser ce qu'on appelait tout à l'heure la venue à l'existence de ce qu'il a vu, de ce qu'il a pris. Et il nous dit, ce moment-là s'appelle la dialectique descendante. Et puis, il nous explique que il y a quelque chose d'éblouissant. Il faut perdre la première vue pour la recouvrer et voir les choses avec un nouveau regard désormais. Il traduit la structure initiatique, mais celle qu'il doit à l'Égypte, mais il ne le dit pas comme ça. Il parle aussi du Dieu, de la divinité. Lorsque les Kemtiu parlent de la divinité, ce n'est pas nécessairement des dieux, même nous, lorsqu'on parle des ancêtres, il y a des erreurs. Quand on parle des ancêtres, ce sont des entités incarnées. Des entités incarnées. Ça veut dire que lorsque ces entités-là se déploient, les Égyptiens les prenaient comme des concepts. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était des concepts. Mais pour montrer leur importance et leur caractère divin, ils appelaient ça justement le langage sacré, les images sacrées, même divinisées. Donc, effectivement, ces êtres-là sont divinisés, déjà dans Kemet. Voilà. Bref, je ferme la page philosophique définitivement pour dire que le berceau de la philosophie, c'est le Nil. Je vous dis maintenant une deuxième chose en égyptologie. Comment on dit le Nil? Yom. Les écrins disent Yom pour dire le Nil. Les écrins disent aussi Yoma, c'est-à-dire le parfum qui a l'étendue comme le Nil. Yoma, Yom. Alors, le Nil est le berceau mondial des sciences. Et la première démonstration, c'est la philosophie. Deuxième élément de démonstration, je ne devrais même pas dire théologie, parce que c'est trop grécisé. Et mon travail, c'est la récamétisation des choses perdues, oubliées. Notre travail, le travail du paradigme, c'est la recamétisation du monde et des choses. Ils ont dit que la plus grande des sciences, Aristote justement, la plus grande des sciences, c'est la théologie. La science sacrée par excellence. Nous, comment nous appelons la divinité? Dans l'égyptien ancien, nous avons plusieurs noms. Je ne vous les cite pas tous. Je pense qu'il y en a entre 600 et 700. Mais je vous donne les 3 ou 4 les plus connus. La divinité comme invisible. Iman, I-M-N. Vous gardez juste les consonnes. Et on prononce Amon ou Imon. Le Dieu caché, le Dieu invisible. Vous voyez, lorsque je fais des conférences internationales,
quand je parle comme ça, comme j'ai fait la comparaison entre la langue Écan et l'égyptien ancien, je pose la question aux Écans de la salle en disant que veut dire Amon, marcher en se cachant, se faire invisible. Amon, Imon, exactement la même chose. Maintenant, mes contradicteurs disent oui, mais faites maintenant avec le dieu solaire, c'est-à-dire Itan ou Atan. Je leur dis c'est encore plus facile parce que en langue Écan, iriser, c'est-à-dire briller comme l'arc-en-ciel. On dit atome. Et on dit le premier homme, donc le personnage adamique, Toum. Et maintenant, lorsque vous regardez la composition, on n'a pas le temps, j'allais vous faire la démonstration des 5 critères de tout à l'heure, mais je vous en fais quand même une. Quand on dit Toum, Atum, c'est exactement la même chose dans les deux langues. Ils m'ont dit, bon, d'accord, maintenant, on va aller sur un autre Nti. En égyptien ancien, c'est une personne distinguée et la divinité. En langue Écan, Nti, personne distinguée, Nti professeur distingué, Nti lui-même, la divinité. Vous connaissez certainement le cantique, même les noms, ceux qui ne sont pas de la communauté linguistique Écan connaissent le cantique. C'est Nti qui tient le souffle. Voilà. Donc, les deux langues égyptiennes anciennes et Écan identiques. J'ai fait une démonstration comme ça 1500 fois. C'est ça qui est dans ce dictionnaire-là. Il y a une autre appellation majeure au niveau de la divinité. Vous voyez, quand vous prenez nature, vous prenez les consonnes N-T-R et vous allez en langue Écan, prenez le verbe ntar, N-T-R, N-T-A-R. Vous savez que dans cette langue-là, on fait chuter les voyelles. NTR, d'où la continuité consonantique. Ntar, c'est celui qui est au commencement. Du verbe atar, ou encore du verbe, je reviendrai dessus, ati, créer. Nti, ati, créer, inventer. Et je leur ai dit que c'était exact. C'est pas, ici, il n'y a pas de comparaison. C'est l'identité, à la fois morphologique et sémantique, à la fois philosophique, consonantique, c'est-à-dire phonologique, et théologique. C'est ce que j'appelle la démonstration binaire, ou encore la démonstration pentagonale. Là, vous ne pouvez pas tricher, parce qu'on vous met à plat tous les ingrédients de la démonstration, de la preuve. Je pourrais continuer, vous l'imaginez bien, mais je vais conclure sur cet exemple 2 pour dire que nature, nta, c'est exactement la même chose. Maintenant, je vais pousser la démonstration maintenant au sujet du nom que les Grecs ont appelé hiéroglyphe. Hiéro, saint, sacré, graphein, gravure, écriture sacrée. Ils ont simplement transcrit. Ils ne sont pas allés entendre le fond des choses à cause de la mésécoute dont je vous ai parlé tout à l'heure. Maintenant, prenons le terme en langue Écan. Vous voyez, mon souci, c'est de former les gens
dans les autres langues pour qu'on fasse ensemble la démonstration. Je suis convaincu que cette preuve va se répéter dans toutes nos autres langues. Je vais commencer par donner une langue pour que les autres s'en inspirent pour faire le même travail. On dit Medu, nature. Medu, parole plurielle, nature, la divinité, Dieu, parole de Dieu, parole de la divinité. Donc, par définition, écriture divine, écriture sacrée, langage sacré. Et les Candis, à propos de Medu, les Candis Medu, à propos de Netter, les Candis Nta. Donc, c'est extraordinaire. La salle était à languir d'étonnement parce que ils ont compris qu'on ne peut pas tricher avec la structure syntaxique parce qu'elle redonne les choses en l'état. On peut aller plus loin. Je vais vous prendre quelques mots pour que vous soyez vraiment étonnés. Vous dites par exemple la vipère. L'Égyptien ancien transcrit F. Fi, fa. Les Candis, Feng, fi. La vipère. Le même mot en égyptien ancien, en Medu nature, briller. En écan, fa, briller. Le soleil brille. Le fa. Le même mot dans les deux langues, ça réfère à tout ce qui est arme. Par exemple, la machette, qu'on appelle exactement fa. Et j'ai déroulé comme ça, démonstration binaire dont vous connaissez maintenant les ingrédients. Ça va très loin. Là, ce n'est plus la parenté, comme mes deux pères l'ont fait, Diop et Obenga. Moi, je fais un petit pas en plus, l'identité consonantique. Et cette identité consonantique, on ne peut pas tricher dessus. Je ne vais pas vous dire tous les mots qui existent. Peut-être seulement oui, le mot Seba. Seba. Ça peut vouloir dire l'étoile, ça peut vouloir dire enseigner, ça peut vouloir dire instruire connaissance. Ce sont les deux. Donc, Diop et Obenga ont proposé Sébaït comme origine, concept originel du mot grec philosophie dont on a parlé tout à l'heure. On leur a fait la dispute et j'ai déroulé jusqu'au concept que j'ai proposé ici, qui a l'avantage de l'identité morphologique et tout le reste. Lorsque donc on regarde bien, on se rend compte que nous sommes en oubli de nous-mêmes. Il nous faut nous réveiller de ce sommeil dogmatique pour reconstituer notre propre moi. Je vous ai dit tout à l'heure, en commençant ma leçon, que les choses cachées ne sont pas inexistantes, mais il y a un temps pour les faire venir à l'existence. Et donc, ce temps est devant nous, le temps qui consiste à faire venir à l'existence les choses cachées. Je voudrais interrompre la leçon là, parce que les leçons sont denses, on ne peut pas donner trop de connaissances à la fois, pour vous remercier
d'être venu écouter et voir la porte qui va s'ouvrir dans notre pays par cette convention. OTEP. D'ailleurs, tu as confessé.